Nous sommes avec notre invité, il s'appelle Boubacar Saneba, consultant en sécurité nationale, diplômé du Centre des hautes études de défense et de sécurité. Monsieur Saneba, on va dire bonsoir. Bonsoir, chère Madame Nia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, nous allons démarrer par la dernière sortie du Premier ministre, abordant la question de la Guinée-Bissau. Ousmane Sonko a donc parlé de simple combine, cela au moment où quand même le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué accueillant Umbalo Sissoko. N'est-ce pas là une cacophonie? Ou alors même, on peut parler de bourde? Au plus loin, le facteur X, comme parlent les analystes politiques. Merci beaucoup, Madame Nia, d'abord de l'invitation. Mais je voudrais avant tout d'abord féliciter le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Excellence, pour avoir de façon très rapide et très efficace coordonné l'arrivée du président Embalo au Sénégal, à qui je voudrais naturellement souhaiter la bienvenue en terre sénégalaise, parce que nous sommes le pays de la Teranga. Rappeler rapidement ce qui s'est passé, puisque son arrivée à Dakar n'est pas anodin. Je voudrais rappeler que selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, il y a eu une conférence extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, laquelle réunion a décidé un certain nombre de choses. D'abord, la libération immédiate du président Embalo, qui était détenu, la libération de toutes les personnes détenues, y compris les observateurs internationaux de ces élections qui étaient à Bissau, mais également la libération des autres personnes, plus l'ouverture des frontières pour permettre l'évacuation de ces personnes-là, la reprise du processus électoral et l'exfiltration du président Embalo. Donc, alors, ils sont tous à Dakar actuellement? Non, pas tous, ces personnes dont voilà, vous citez? mais les observateurs internationaux sont rentrés chez eux. Il y avait des anciens présidents de la République qui étaient observateurs. Mais cela découle naturellement de cette décision de la CEDEAO, de cette réunion extraordinaire à laquelle le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a participé. Je parle du cercle rapproché de Umbalo Sissoko. Toujours selon ce communiqué-là. Donc, naturellement, on a exfiltré le président Embalo pour l'amener à Dakar. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand la région vacille, les gens se tournent vers Dakar. Et cela, c'est de dire que Dakar est toujours ce pôle de stabilité. Il faut s'en réjouir, en tout état de cause. Quand le président de la République, par ailleurs, qui définit la politique de la nation et qui définit la politique étrangère, décide d'accueillir un chef d'État, donc je rappelle que ce n'est pas la première fois, le président Ahidjo camerounais était ici à Dakar, il y a jusqu'à sa mort. Nous avions accueilli Hissène Habré, nous accueillons actuellement et d'autres aussi Dalin Diallo. Donc c'est une tradition du Sénégal qu'il faut saluer. Alors je demeure convaincu que naturellement il faut d'abord féliciter le président de la République pour sa réactivité, son efficacité, féliciter le ministre des Affaires étrangères qui a coordonné l'action. Et je voudrais simplement rappeler aux Sénégalais que c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Nous sommes dans un régime présidentiel, pas parlementaire. Et donc la définition de la politique étrangère revient au président de la République qui fait avec cette action ce qu'on appelle de la diplomatie de bon voisinage. Mais par rapport à M. Ba, à cette diplomatie de bon voisinage dont vous parlez, ne serait-il pas écorché par la posture, la position, l'attitude du Premier ministre qui parle je pense comme tous les Sénégalais qu'il y a un écart de langage, puisque lui-même il a d'abord commencé par reconnaître que c'est le président de la République qui est compétent à la matière. Donc à partir de ce moment-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est quand même un peu dommageable de voir le chef du gouvernement traité de comploteur d'un autre régime, parce que demain il est appelé à travailler avec ce régime-là. Qu'est-ce qu'il faut retenir en matière de géostratégie? Parce que moi je ne veux pas rentrer dans la vie politique intérieure de la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un déplacement du centre de gravité des tensions sécuritaires de la région Sahel, donc à l'intérieur du Sahel, vers aujourd'hui la façade atlantique de la sous-région. En 2021, un pouvoir militaire s'est installé en Guinée-Conakry. En 2023, un autre s'est installé à Sierra Leone. Et aujourd'hui, en 2025, il y a un pouvoir militaire qui s'installe à Bissau. Donc on a un déplacement du centre de gravité de ces tensions sécuritaires vers la façade maritime. Il s'ajoute que le Sénégal, nous sommes producteurs de gaz et de pétrole et c'est offshore. Donc la sécurité nationale du Sénégal aujourd'hui prévaut sur toutes les considérations personnelles, parce que, encore une fois, la stabilisation de la Guinée-Bissau dépend naturellement des actions du Sénégal, parce que nous avons pacifié la Casamance. Et je rappelle que nous avons une très longue frontière, très poreuse avec la Guinée-Bissau. Et quand ça vacille en Guinée-Bissau, naturellement, c'est des risques pour le Sénégal. Donc, nous devons nous réjouir que le Sénégal ait ce leadership-là pour rapidement
exfiltrer ce président et pour rapidement, parce que la CEDEAO a décidé de mettre en place un comité restreint de médiation, dont le Sénégal, le Cap-Vert et le Togo. Donc tout cela, c'est un leadership du Sénégal qui rappelle au monde entier que nous avons toujours œuvré pour cette diplomatie, non seulement de bon voisinage, mais pour la poursuite de la paix et de la sécurité nationale, de la sécurité internationale. Donc il est important aujourd'hui que tout le monde comprenne que ce que le Sénégal vient de faire, c'est un acte important et que nous devons naturellement, pour nos forces de défense et de sécurité, renforcer la surveillance de nos frontières, parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a un coup d'État? Il y a par moments ce qu'on appelle un flottement sécuritaire. Tout le monde sait que la Guinée-Bissau, avant l'arrivée du président Ballo, que je voudrais d'ailleurs féliciter, parce qu'il a beaucoup aidé le Sénégal à stabiliser en tout cas ces tensions sécuritaires, parce que tout le monde sait qu'il y avait ce qu'on appelle une profondeur stratégique pour le mouvement rebelle de Casamance vers la Guinée-Bissau et vers la Gambie. Quand nous avons stabilisé, aidé la Guinée-Bissau à se stabiliser et la Gambie, naturellement, nous avons réussi à pacifier la Casamance et c'est important aujourd'hui qu'on ne laisse pas ces mouvements, tous ces réseaux de trafic en tout genre, trafic de drogue, trafic de médicaments, trafic d'armes, pouvoir en tout cas avoir cette fenêtre stratégique. Justement, voilà, vous êtes consultant en sécurité nationale. Absolument. Par extraordinaire, le leader du PAIGC a été libéré aujourd'hui même. Quelle lecture faites-vous de cette libération? Ça fait partie. Il y a eu la pression quand même internationale. Absolument, mais ça fait partie des demandes de la CEDEAO, puisque quand les chefs d'État de la CEDEAO ont fait leur réunion extraordinaire, ils ont exigé la libération de toutes les personnes détenues, dont le leader de l'opposition. Et je pense qu'il faut s'en réjouir que le leader même de l'opposition ait été libéré. Mais aujourd'hui, de quoi il s'agit? Aujourd'hui, il s'agit de la sécurité de notre sous-région. Ce que le Sénégal est en train de faire, parce que nous sommes un pays producteur de gaz et de pétrole, on ne peut pas se contenter d'être un îlot de stabilité et de sécurité pendant que il y a une ceinture de feu autour de nous. Et je rappelle encore une fois, les 3 pays de l'AES sont contrôlés par des régimes militaires. Il y a ce déplacement du centre de gravité vers la façade atlantique. Nous devons réagir. Nous devons avoir des leviers de mitigation pour contrer cela. Parce que les réseaux de trafic en tout genre profitent de ce flottement sécuritaire. Et si on n'aide pas la Guinée-Bissau à renforcer les capacités institutionnelles, à renforcer la coopération militaire, à renforcer la coopération judiciaire, à sécuriser les frontières, on peut être victime de poussées de ces réseaux de trafic. Et en cela, je pense que le leadership du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est à saluer, parce qu'on a encore une fois démontré que le Sénégal est ce pays-là stabilisateur. Nous sommes un pilier de stabilisation et nous sommes un champion aussi de l'intégration. Monsieur Ba, cela ne suffit pas. Saluer cet acte diplomatique de coup d'éclat, c'est vrai, mais aujourd'hui, quelles pourraient être les conséquences par rapport à ceux qui détiennent actuellement, même si c'est de façon transitoire, le pouvoir en Guinée-Bissau? Ce que la CEDEAO a été extrêmement ferme. D'abord, la CEDEAO a condamné fermement le coup d'État, puis a demandé rapidement le retour à l'ordre constitutionnel. Il y a aujourd'hui un gouvernement de transition sur 1 an. La CEDEAO a décidé qui est déjà fragilisé la CEDEAO, il ne faut pas en rajouter, a décidé de mettre en place un comité de médiation restreint, dont le Sénégal, le Cap-Vert et le Togo, pour aller négocier avec ce régime-là. Donc il ne faudrait pas tout de suite installer en tout cas des conflits et des tensions avec ce régime-là. Mouniaï Cissé parle tantôt de processus électoral qui a été quand même transparent et que le président Bassirou Diomaye Faye devrait réagir en urgence pour que vraiment l'état de droit soit rétabli. Mais ce que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est en train de faire, il le fait en coordination avec ses pairs de la CEDEAO. Je rappelle encore une fois que la CEDEAO a décidé de mettre en place un comité de médiation avec 3 pays. Le Sénégal, le Cap-Vert et naturellement le Togo. Et donc, je demeure convaincu aujourd'hui, et c'est le rôle du ministre des Affaires étrangères, à qui je voudrais rendre un hommage appuyé, M. Chernia, puisque vous avez vu la façon dont il a coordonné cette crise. Il faut s'en réjouir et il faut se rappeler que le Sénégal est un champion aujourd'hui de stabilité. Ce n'est pas pour rien que nous sommes le pays le plus stable et nous sommes aussi un pays aujourd'hui facilitateur et nous devons aider ce peuple frère de Guinée-Bissau à revenir. Malgré le duel au sommet de l'État quand même. Oui, mais vous savez, les duels politiques peuvent toujours exister, Madame Nia, mais il ne faudrait pas, mais il ne faudrait pas à travers ces duels aussi vraiment fragiliser l'État, parce que j'ai entendu aussi aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le Premier ministre parlait de rapport de l'IGE pour parler du Conseil économique, social et environnemental, alors que tout le monde sait naturellement que la loi organique 2012-28 du 28 décembre 2012, dans son article 25 et dernier alinéa, dit clairement que les comptes, que d'abord que le Conseil économique et social
dispose d'une autonomie financière, mais mis encore dans son dernier alinéa, dans son dernier alinéa, dit que les comptes sont contrôlés par la Cour des comptes. Donc l'IGE n'a pas qualité à contrôler le Conseil économique et social. Ce qu'on appelle en droit, c'est nul et de nullité absolue. Et ça devait être par quelle juridiction? C'est la Cour des comptes. Et c'est ce que dit la loi organique 2012. Du 28 décembre 2012, article 25, dernier alinéa. C'est la Cour des comptes qui doit capacité à contrôler le Conseil économique et social. Et je pense que quand le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a parlé d'un rapport commandité, il faisait allusion à ça, parce qu'il faut d'abord avoir la capacité à agir. L'IGE, aujourd'hui, au vu de la loi sénégalaise, n'a pas capacité à auditer le Conseil économique, social et environnemental. Et encore une fois, donc je pense qu'au-delà des adversités politiques, il ne faut pas utiliser ces subterfuges. De l'amalgame. Voilà, de l'amalgame, puisque c'est très clair. Et de toute façon, le moment venu, cela sera dit, et de très belle manière, et de très fort. Et moi, comme je dis, j'invite tous les acteurs politiques à se départir de cette bataille politicienne par moment, parce que là, ce qu'il s'agit, c'est la stabilité du Sénégal, c'est l'économie, parce que la vraie bataille aujourd'hui, elle doit être économique. Nous traversons un monde de vent contraire, nous savons que les enjeux et les défis doivent être ailleurs. Nous allons rétropédaler, M. Wade, si vous le permettez, pour refermer donc, le volet Guinée-Bissau. Vous faites partie des dernières personnes ayant interviewé Umballo Sissoko. Est-ce que dans son discours, cela faisait prémisse de ce qui se passe actuellement? Non, pas du tout. D'abord, je voudrais encore souhaiter la bienvenue au président Umballo en terre sénégalaise, parce que moi, c'est une personne, je l'ai vu la première fois, j'étais avec le doyen El Hadj Ndiaye à Bissau, et j'ai eu l'insigne honneur de l'interviewer. Il est bien installé? Voilà, et pendant 4 jours... Il est bien installé à Dakar? J'ose espérer qu'il est bien installé, parce que le Sénégal prend bien soin de ses hôtes. Très sincèrement. Donc moi j'ai découvert le président Umballo à Bissau pendant 4 jours, pendant le Ramadan, où on a fait le iftar tous les soirs. J'ai découvert un chef d'État qui avait des rapports particuliers avec presque beaucoup de chefs d'État africains qui parlaient de fraternité. Donc, je ne veux pas m'immiscer dans la vie politique intérieure du Sénégal, mais je demeure convaincu qu'en tout cas, pour ce qui nous concerne, le président Umballo a beaucoup aidé le Sénégal dans la pacification de la crise casamançaise, et ça, c'est une chandelle qu'on lui doit. Vous pensez qu'il pourrait être inquiété par des juridictions internationales? Mais ça, je ne veux pas, Madame Nia, encore une fois, rentrer dans la politique intérieure. Je ne pense pas, je n'ai pas entendu le président Umballo être accusé de crimes de guerre, parce que les juridictions internationales, c'est les gens qui sont... Mais en coup d'État, il y a toujours des raisons. Mais aujourd'hui, soyons quand même satisfaits. Il y a eu un coup d'État, vous n'avez pas entendu d'effusion de sang, vous n'avez pas entendu de mort. Et je dis, la rapidité de l'intervention du Sénégal est à saluer, parce que nous avons empêché la Guinée-Bissau de sombrer. Et ça, il faut s'en réjouir, parce qu'aujourd'hui, le régime en place et le régime militaire s'est installé. Ce matin, ils ont nommé un Premier ministre. Donc, on ose espérer que les frontières sont réouvertes. La vie commence à reprendre son cours. Donc, nous pensons que naturellement, ça va continuer crescendo, que la paix s'installe à Bissau. Et, comme dit la CEDEAO, que nous puissions continuer en tout cas le processus électoral et de laisser le peuple bissau-guinéen décider de qui doit diriger ce pays. D'accord. Vous avez parlé de diplomatie économique, les clés de la prospérité au Sénégal. Vous avez les clés, mais est-ce que vous avez les portes? Les portes. Donc, vous savez, j'ai publié il y a un an cet ouvrage, Les clés de la prospérité pour le Sénégal, parce que je demeure convaincu que dans un monde de vent contraire, aujourd'hui, la diplomatie économique doit nous permettre de naviguer les difficultés et de pouvoir amener des ressources pour financer le développement. Qu'est-ce que la diplomatie économique? C'est un ensemble d'actions, de stratégies, de politiques mises en œuvre par un État pour défendre ses intérêts sur la scène internationale. Et donc, en faisant la promotion des investissements étrangers, on en a besoin pour financer le projet Sénégal 2050. En faisant la promotion de nos exportations, nous devons diffuser les produits made in Sénégal à travers le monde entier. Mais ici, j'ai envie, M. Ba, si vous le permettez, d'évoquer le voyage non officiel du Premier ministre à Abu Dhabi. Est-ce que ça ne fausserait pas un peu le jeu de la diplomatie lorsqu'on voit que les compétences de l'écosystème n'ont pas suivi le Premier ministre sur place? Non, pas forcément, parce que je pense qu'il était parti avec un ministre, avec le ministre des Finances, et je pense aussi que quand il est arrivé à Abu Dhabi, l'ambassadeur en poste du Sénégal, mon confrère, l'ambassadeur Babacar Matar Ndiaye, à qui je voudrais aussi féliciter pour l'excellent travail qu'il mène à Abu Dhabi, je pense naturellement que les services de l'État concernés étaient quand même mobilisés pour accompagner notre
chef du gouvernement. Mais pourquoi ce parfum de non officiel? Non, je pense, vous savez, au Sénégal, les gens souvent, bon, on est trop dans les scénarios. Moi, je pense que c'est un chef du gouvernement qui a un agenda, qui devait s'y rendre. Je l'ai entendu dire qu'il était parti pour trouver des financements. Nous avons, je pense, avant-hier dans votre plateau ici, parlé de la diplomatie de sauvetage, ce qu'on appelle rescue diplomatie. La diplomatie de sauvetage, c'est naturellement une stratégie géopolitique par laquelle les Émirats arabes unis utilisent des dotations financières rapides pour aider des pays musulmans en situation de détresse économique ou financière aiguë. Pourquoi l'abstraction dans le communiqué du Conseil des ministres également? Oui, mais ça, vous savez, Madame Niang, je ne suis pas le porte-parole du Premier ministre. Je ne peux pas répondre à cette question. Ce sont des faits. Oui, mais factuel. Je veux dire, aujourd'hui, moi, ce que j'analyse, c'est je voudrais vraiment analyser les faits factuellement. Aujourd'hui, quand le chef du gouvernement se déplace à Abu Dhabi pour dire qu'il est en train de chercher de l'argent, on peut aisément peut-être se dire que c'est de la diplomatie de sauvetage, puisque des pays comme l'Égypte... Qu'est-ce que vous appelez diplomatie de sauvetage? La diplomatie de sauvetage, c'est ça, c'est la rescue diplomatie. C'est une stratégie géopolitique que les Émirats arabes unis utilisent pour aider des pays musulmans en difficulté financière ou en difficulté économique aiguë, à travers des dépôts en devises dans les banques centrales, à travers... Non, ça peut être des dons exceptionnels, ça peut être des aides, ça peut être des rachats d'actifs, ça peut être des investissements budgétaires pour combler un déficit budgétaire, ça peut être des investissements souverains. Des pays comme l'Égypte a levé de 2013 à aujourd'hui 22 milliards de dollars avec les Émirats, la Jordanie l'a fait, le Soudan l'a fait, la Mauritanie qui est très proche de nous a levé beaucoup d'argent avec les Émirats, et les Émirats arabes unis utilisent cette stratégie aussi de rayonnement pour être un hub de stabilisation du monde musulman, parce qu'il y a un leadership ils se battent avec aujourd'hui Riyad, avec l'Arabie Saoudite, qui avait ce leadership-là, et avec aujourd'hui Ankara, la Turquie. Et donc les Émirats se déploient, c'est une stratégie de diplomatie économique, à côté du Qatar aussi, qui déploie une autre stratégie de diplomatie. Alors, je reprends votre terme, une stratégie de conquête du marché extérieur. Ça passerait par quoi? Absolument. Aujourd'hui, donc, dans la diplomatie économique, donc, il y a déjà à aller attirer des investissements, donc c'est de vendre l'attractivité du Sénégal, nos zones économiques spéciales, notre attractivité, le code des investissements, mais c'est aussi faire la promotion des exportations. Prendre nos produits, nos champions, la mangue, notre cajou, tous les produits made in Sénégal, et les diffuser à travers le monde. Et aujourd'hui, malgré notre notation? Non, aujourd'hui, non, ça n'a rien à voir avec la notation. Nous sommes à l'heure de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. C'est l'objet de mon second ouvrage. La ZLECAf ouvre un marché de 1,4 milliard de consommateurs. Donc, c'est un PIB combiné de 3 400 milliards de dollars US. Et que dit la ZLECAf? C'est supprimer 90% des droits de douane. Ça veut dire que les produits sénégalais, nous pouvons les vendre aujourd'hui dans 54 pays africains sans payer de droits de douane. Et c'est cela, aujourd'hui, le focus que nous devons faire pour voir comment on doit adresser les marchés africains, parce que c'est un levier de diversification à l'heure où on n'arrive plus à avoir de l'argent avec les eurobonds, parce que naturellement, notre notation continue d'être dégradée. Oui. Donc, on doit se tourner vers de nouvelles sources de financement, et la ZLECAf apparaît comme étant un levier de diversification à côté de ce qu'on appelle la blended finance, les PPP, aujourd'hui les diaspora bonds, on en a parlé, les social development bonds, la finance islamique, la finance verte. Toutes ces solutions-là, aujourd'hui, je pense, c'est ça aujourd'hui le focus, et je demeure convaincu qu'il faut aujourd'hui aider le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son gouvernement à adresser aujourd'hui, à naviguer les difficultés, parce que nous sommes, Madame Nia, dans un monde de vent contraire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vient d'être la deuxième économie de la CEDEAO. La Guinée vient de dépasser le Sénégal, après le Nigeria. Ils ont dépassé le Ghana en termes de PIB. La Guinée vient de se placer 4e économie devant le Sénégal. Aujourd'hui, c'est ça la grande querelle. Comment faire pour faire de ce pays, avec nos perspectives de gaz et de pétrole, parce que nous devons être un acteur énergétique au moins régional, comment utiliser cette énergie, ces ressources-là pour accélérer et faire la diversification de notre économie. Ça, c'est clair, hein, pour renforcer la coopération sud-sud, c'est clair. Mais aujourd'hui, pour sortir des théories et parler du panier de la ménagère, le Premier ministre a annoncé quand même une baisse de quelques denrées de première nécessité, l'électricité, etc. Mais pensez-vous que cette promesse-là peut vraiment Non, ça peut te dire, parce que vous savez, comment ce qu'il a prévu de faire pour baisser le coût de l'électricité? Qu'est-ce qui se passe dans le coût de l'électricité aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Le pétrole
pétrole et les produits pétroliers, ce sont les deux premiers produits, les deux premiers postes d'importation du Sénégal. Puis après, il y a les céréales qui arrivent, le riz, c'est le troisième poste. Donc, ce que nous produisons, c'est 100 000 barils jour. Ça ne suffit pas aujourd'hui pour adresser la demande intérieure. Donc, nous achetons encore du pétrole brut. Nous en achetons ici au Nigeria, nous en achetons dans les pays du Golfe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on achète du pétrole, naturellement, le gouvernement du Sénégal met de l'argent, subventionne pour permettre aux Sénégalais d'acheter au prix de la pompe, parce que ce n'est pas la réalité du prix qu'on applique. Donc, on subventionne pour que le gasoil coûte ce que c'est en train de coûter à la pompe. Et donc, c'est exactement la même chose parce qu'on utilise le fioul pour faire allumer les centrales aussi d'électricité avec la Sénélec. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous faisons des efforts considérables dans la transition énergétique. Nous sommes, je pense, à 30 voire 32% de mix énergétique. Nous avons lancé, depuis l'ancien régime, le gas to power, c'est-à-dire qu'on va utiliser notre gaz avec le GNL, le FPSO flotte ici sur les côtes de Dakar pour allumer les centrales. Ça va baisser, ça va diviser par 2 le coût de l'électricité. Je rappelle qu'il est à 113 francs le kilowatt pendant qu'il est à 65 francs à Abidjan. Ce qui veut dire que l'industriel ivoirien est plus compétitif parce que le poste énergie est déterminant dans la compétitivité d'une entreprise. Donc, nous sommes en train de faire des efforts et je pense que dans la production globale de la Sénélec, il y a ce que les producteurs privés amenaient dans le réseau, ce qu'on appelle dans le grid, et c'est cette production totale-là qui était subventionnée, et je pense que le gouvernement a fait une étude très pertinente pour se rendre compte que ce que nous achetions, ce que la Sénélec achetait des producteurs extérieurs n'est pas utilisé et que au lieu de subventionner à tout va, il faut faire des subventions pertinentes et donc à partir de là, on peut baisser le coût sans pour autant augmenter les subventions. Donc vous y croyez? Parce que oui, c'est pertinent. Deadline, une idée du deadline peut-être? Oui, non, après ça, je ne suis pas membre du gouvernement. Je pense que c'est le ministre en charge de l'économie qui pourra éclairer. Mais moi, j'analyse ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont écrit. Et je pense qu'aujourd'hui, le débat, il ne faut pas faire croire aux investisseurs, en tout cas au FMI, que nous allons augmenter les subventions, parce que c'est là où c'est les points d'achoppement du débat. Nous devons naturellement aujourd'hui demander, et ça aussi il est vrai, on doit demander des efforts, des sacrifices à tout le monde. Nous devons élargir la base fiscale, c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Ce n'est pas de la pression, mais c'est d'élargir l'assiette fiscale. Et ce qui doit... En termes d'échelonnage, voilà. Vous voulez parler? Parce qu'il faut quand même qu'on ait aussi une base fiscale assez solide pour pouvoir accompagner le développement. Aujourd'hui, il y a une remontada que nous sommes en train de faire dans notre balance commerciale. Okay. Parce que les exportations d'hydrocarbures nous permettent aujourd'hui de rééquilibrer notre balance commerciale. Dans quelques mois, peut-être, on sera au point zéro avant d'être excédentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous serons excédentaires, on aura assez de solidité, on aura assez de devises étrangères pour pouvoir augmenter, renforcer notre balance des paiements, et ça va jouer dans la notation de notre pays. Je voudrais aussi saluer le rebasing de notre économie, parce que le rebasing a permis de rehausser le PIB de 13,5%. Le rebasing, ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a refait la base de calcul de notre PIB, et le PIB est un élément quantitatif dans la notation risque pays. Donc le PIB est un élément quantitatif, tandis qu'il y a d'autres éléments qualitatifs comme la bonne gouvernance, la corruption, etc. Donc il est important de soutenir ces efforts du gouvernement du Sénégal. Mais encore une fois, Madame Niang, quand on veut avancer dans un monde devant contraint, il faut faire moins de politique politicienne, il faut éviter les cacophonies au sommet, il faut avoir une cohérence dans l'action gouvernementale, il faut accepter que le Sénégal est dirigé par un président de la République. Nous sommes en régime présidentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le président de la République qui définit la politique de la nation. C'est le président de la République qui définit la politique étrangère du Sénégal. Dans un régime parlementaire, c'est le Premier ministre, chef de la majorité, qui définit. Mais nous sommes dans un régime présidentiel. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Et quand c'est clair pour tout le monde, chacun joue son rôle. Le président impulse, définit la politique de la nation. Le Premier ministre exécute. Vous sous-entendez quoi? Non, je ne sous-entends rien. Je l'ai entendu dire tout à l'heure à l'Assemblée nationale que dès que le président transmet un rapport, lui, en tant que chef du gouvernement, il exécute. Je voudrais rappeler que c'est ça le principe fondamental dans un régime présidentiel. Le Sénégal a élu un président, c'est le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est le chef de l'État, c'est la clé de voûte des institutions, c'est le père de la nation, comme on a l'habitude de dire, mais c'est aussi le gardien fondamental de notre Constitution. Absolument. Donc si nous voulons avancer, avançons dans la cohérence, parce que nous sommes, de toute façon, je dis, aujourd'hui le Sénégal perd du terrain, parce que la Guinée vient de nous dépasser. Donc nous devons... Gagner du terrain. Pour moi, c'est ça la grande querelle, Madame Niang. C'est exactement ça, la grande querelle.
La grande querelle. On Absolument. parle aussi de querelle au sein de entre PASTEF et la coalition Diomaye Président. Vous êtes membre de cette coalition. On va parler quand même du dossier de Aminata Touré, actuellement à la tête de la coalition, qui serait épinglé par un rapport. Quel avenir politique par rapport à cela? Oui, mais encore une fois, Madame Niang, ce rapport-là, il est nul et de nullité absolue. Je l'ai rappelé. Vous l'avez évoqué, voilà. justement. Et mieux encore, d'ailleurs, même ce rapport dont il est question, dans ce rapport, il n'y a aucune infraction, je dis bien aucune infraction qui lui est reprochée. Mais comme les gens ils veulent faire de la manipulation, ils peuvent toujours faire. Le rapport est nul et de nullité absolue. Les gens, c'est non, mais Ousmane je dis Sonko. non, c'est pas que c'est lui qui a parlé c'est pas de le ce seul, rapport. c'est pas le seul. Vous savez, sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de ça. Mais je dis, il ne faut pas, pour atteindre un adversaire politique, utiliser des choses comme ça, parce que ce n'est pas bon et ça peut rattraper toujours. Encore une fois, l'IGE, l'inspection générale d'État, n'a pas qualité à auditer une institution de la République. Le Conseil économique, social et environnemental était une institution de la République. La loi 2012-28 du 28 décembre 2012, article 25, dit que le Conseil économique et social dispose d'une autonomie financière et d'un comptable public. Dans le dernier alinéa de l'article 25, c'est écrit noir sur blanc que les comptes sont contrôlés par la Cour des comptes. Donc, l'IGE n'a pas qualité à contrôler ça. Et donc, ce rapport-là, il est nul et de nullité absolue en droit. Et mieux encore, comme je dis, il appartient au président de la République, et comme on l'a toujours dit, qui est aujourd'hui donc destinataire de ces rapports-là. Mais je pense fondamentalement que si Madame Mimi Touré était épinglée par un quelconque rapport, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Elle a été l'une des plus farouches opposantes du président Macky Sall de 2022 à 2024. Vous pensez elle que a été quand même comptable de bien sûr, beaucoup de mais vous dossiers pensez, judiciaires au oui, mais Sénégal. elle a quitté le gouvernement en 2014 comme Premier ministre, 2014. Oui. De 2014 à 2022, Elle a mené sa politique. Voilà, elle était plus membre du gouvernement. Elle était au envoyé spécial, puis elle a été au 16. Donc, vous pensez que si le président Macky Sall avait une seule virgule à lui reprocher, parce que Mme Mimi Touré a été l'une des plus farouches opposantes du président Macky Sall pour la fin de son mandat, et je pense que son combat a été déterminant dans cette victoire, et je pense aussi, les vidéos sont là, moi j'ai vu quand elle est arrivée pour soutenir le PASTEF dans leur combat, ils l'ont accueilli, ils s'en ont félicité. Ils lui avaient assuré en tout cas un soutien de taille. Aujourd'hui, peut-être que la politique fait que donc c'est mouvant, et il y a le temps de la bataille politique, on évoque ça. En tout état de cause. Moi, je ne suis pas ici pour défendre, pour prendre des positions, mais je dis ce que je pense être vrai. Dans mon intime conviction, je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir des divergences politiques, mais évitons de fragiliser nos institutions, évitons de faire des amalgames, parce que la loi reste la loi. La loi reste la loi. Monsieur Boubacar Bah Sané, merci pour tous ces éclairages, aussi bien sur la sécurité nationale, mais également sur la diplomatie économique. C'était Boubacar Sané Bah, consultant en sécurité nationale, diplômé du Centre des hautes études de défense et de sécurité. C'était notre invité, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. C'était un journal réalisé par Mamadou Fall. Pierre Da Silva était là, Pape Maguette Diakhaté, mais également Chimère. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média. Au revoir.